Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Aujourd'hui, nous allons revenir en mathématiques. Donc, nous allons revoir un concours, le concours 2013. Ok. Nous allons voir le problème 3. Quelqu'un a commenté et m'a demandé si je pouvais proposer une solution au problème. Donc voilà, c'est optimisation d'une fonction à trois variables. J'avais discuté en fait comment optimiser une fonction à deux variables. Ici maintenant on est à trois variables, mais en réalité le principe euh, c'est la même, juste que ceci demandera un peu plus de travail. Ok. Donc dans cette fonction là, f de x qui est égal à 2x au cube, yz moins x au carré, moins y au carré, moins z au carré. Voilà. Maintenant on dit de trouver, de déterminer l'extrémum de la fonction f. C'est un problème intéressant, donc discutons ça ensemble. Euh, donc voilà, nous avons la fonction ici, donc j'ai juste réécrit euh, la fonction, notre fonction qui est ici. Ok. Donc la fonction est ici. La première des choses, comme j'avais discuté dans ma vidéo sur la fonction à deux variables, c'est qu'il faut déterminer les points stationnaires. Donc pour déterminer les points stationnaires, vous calculez les premières dérivées par rapport à chaque variable et vous posez ça égal à 0. Donc, la première dérivée, la dérivée par rapport à x, c'est égal à 6x au carré, yz moins 2x au carré. Ok, par rapport à y, ça fait 2x au cube, z moins 2y. Z également, ça vous donne ceci. Ok, donc vous posez tout ça égal à 0, ça vous donne ce système d'équations-là qu'il faut résoudre. Donc voilà ce que nous avons. Il faut résoudre ce système d'équations. Et comment résoudre ça? Donc, j'ai appelé la première équation U, équation 1, 2, 3. OK. Alors, si vous prenez l'équation 1, vous voyez que vous mettez x en facteur, directement, ça vous donne ceci. Donc, ça vous donne x égale à 0, ou bien le produit de x, y, z égale à 1 tiers. Maintenant, si vous prenez x égale à 0 et vous remplacez ça en fait dans 2 et 3, vous allez constater que ça vous donne en fait y égale à 0, z égale à 0. OK. Donc, vous prenez x égale à 0, vous remplacez ici, vous remplacez ici. Si vous remplacez dans 2, vous allez tout simplement trouver moins y égale à 0. OK. Et ici, vous trouvez moins z égale à 0. Et en fait, ça vous donne 0, 0. Ça veut dire que quoi? Que le point 0, 0 est un point stationnaire. Donc, nous allons trouver notre premier point stationnaire. Maintenant, est-ce que c'est le seul point stationnaire? Non, il faut en être sûr. Donc, il faut essayer de trouver tous les points stationnaires possibles. Maintenant, quand vous prenez l'équation 3 et vous enlevez l'équation 2, donc vous faites la différence entre l'équation 3 et 2, ça vous donne en fait x au cube, facteur de y moins z plus y moins z, ok, égal à 0. Donc vous factorisez ceci, et ceci vous donne encore deux équations. Ça veut dire que x au cube égale à moins 1, ou bien y égale à z. On va exploiter cette première équation-là, ok. Donc, ici c'est un premier point. Donc, x au cube égale à moins 1, ça veut dire simplement que x égale à moins 1, puisqu'on est en train de travailler avec des nombres réels. Ok. Donc, vous prenez ceci, vous mettez dans 2 et 3. Si vous mettez dans 2 et 3, qu'est-ce que ça vous donne? Ça va vous donner en fait z plus y égale à 0, ce qui voudra dire que z égale à moins, y égale à moins z, mais z égale à moins y. Comment il faut faire ça? Si vous remplacez, vous prenez par exemple 2, vous remplacez x au cube ici, donc vous aurez moins z moins y égale à 0, qui n'est rien d'autre que z plus y égale à 0. En barre ici aussi, vous allez arriver à la même chose. OK? Donc, on prend tout ça. On a x égale à moins 1, y égale à moins z. Nous allons remplacer tout ceci dans 1. Rappelez-vous que, en fait, l'équation 1, c'est 3 x au carré, yz. OK? Euh, moins x égale à 0. Et on a vu, en fait, que x égale à moins 1. Donc, ce côté-ci, qu'est-ce que ça va vous donner? Puisque on a x au carré, donc ça fait moins 1 au carré qui fait 1. Y est l'opposé, donc vous avez moins y au carré. Maintenant, moins x, maintenant ça fait plus, donc plus 1 égale à 0. Donc finalement, vous avez y au carré égale à 1 tiers. Donc ceci voudra dire que y est égal à 1 sur racine carrée de 3, ou bien y égale à moins 1 sur racine carrée de 3.
Et puisque z égale à moins y, si y est égal à 1 sur racine carrée de 3, z est égal à moins 1 sur racine carrée de 3. Et dans l'autre cas, ça vous donne ce qui est ici. OK? Maintenant, ça veut dire que vous avez deux autres points stationnaires qui est égal à moins 1, 1 sur racine carrée de 3, moins 1 sur racine de 3. Et moins 1 sur racine de 3, 1 sur racine carrée de 3, qui sont deux autres points stationnaires. Maintenant, il y a la deuxième condition là, cette deuxième condition qu'on n'a pas encore exploitée. Donc, il faut exploiter ça maintenant. Si y est égal à z, on remplace tout ça dans 2, ok? Donc, vous remplacez ça dans 2, y est égal à z, donc vous aurez quoi? Vous aurez ins au cube, y moins y égale à 0. Donc, ça vous donne simplement ceci, ins au cube, y moins y égale à 0. Vous mettez y en facteur. Et puis ce y ne peut pas être égal à 0. Vous allez voir que si y est égal à 0, on revient au premier point stationnaire qu'on avait trouvé. Le 0, 0 là, qu'on avait trouvé. Ok, si vous choisissez y égal à 0. Donc on laisse ce cas là. Donc on aura maintenant ins au cube moins 1 égale à 0. Ceci nous donne maintenant ins au cube égale à 1, qui n'est rien d'autre que ins égale à 1. Maintenant ins égale à 1, y égale à z, on remplace ça dans 1, dans notre première équation. Ok, ceci vous donnera 3 y au carré moins 1 égale à 0. Donc, y va vous donner 1 sur racine de 3 ou bien y égale à moins 1 sur racine de 3. Ok, c'est comme ce qu'on avait trouvé avant. Mais dans cette condition maintenant, y doit être égal à z. Donc, ça veut dire que quoi? Que nous avons les points 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3 et les points 1, moins 1 sur racine de 3, moins 1 sur racine de 3. Donc, en récapitulatif, voici nos points stationnaires. Nous avons le point 0, 0. On a ce point-ci, on a ce point-là, on a ce point-là, on a ce point-là. OK. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire rapidement pour avoir un sentiment de la nature de ces points-là. Donc, vous évaluez la fonction en ces points. Donc, on évalue la fonction au point 0, 0, ça nous donne 0. En les autres 4 points, ça va vous donner moins 1, si vous faites le calcul correctement. En fait, j'ai trouvé moins 1. Donc, je vous conseille, si vous faites le calcul correctement, vous allez trouver aussi moins 1. Donc, ça peut vous donner déjà un sentiment, mais ça ne vous permet pas, en fait, de conclure directement. Donc, vous ne pouvez rien dire, ok? On ne peut pas dire si c'est minimum, maximum, ou si c'est un point code, on ne peut rien dire. Pour décider, c'est qu'il faut construire cette matrice-là, qu'on appelle la matrice hessienne. Parce qu'en fait, le signe de la matrice hessienne va vous permettre de conclure, en fait, sur la nature de ces points-là. Donc, il faut construire la matrice hessienne. Et pour cela, nous avons besoin de dérivées d'ordre 2. Ok. Ici, c'est juste pour rappeler la dérivée première qu'on avait déjà calculée. Et voilà, ici, c'est la forme de la matrice hessienne. Ok. En dimension 3. Donc, c'est votre matrice hessienne. C'est comme ça qu'il faut construire. Sur la diagonale, vous avez les deuxièmes dérivées propres. Ok. Sur la première colonne, vous dérivez d'abord par rapport à x, et puis vous dérivez par rapport aux autres variables. La deuxième colonne, vous dérivez d'abord par rapport à y, après vous dérivez par rapport aux autres variables, et la dernière colonne, d'abord z, et puis x et y. Voilà. Maintenant, je suis en train d'utiliser cette convention-là. J'avais expliqué dans l'autre vidéo que, en fait, ça dépend de la convention des gens. Maintenant, si vous êtes chanceux et que la fonction vérifie les conditions de Cauchy, Schwarz, ça veut dire ça s'en fout en fait de l'ordre dans l'ordre de dérivation. Ok, si vous faites x d'abord, vous faites y, ça va vous donner la même chose si vous faites y et puis x. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, si vous calculez cette dérivée là, je les ai calculées ici. J'ai pas montré les détails, mais j'imagine que vous pouvez les faire. Si vous faites les dérivées là, vous allez trouver ce que j'ai trouvé ici. Ok. Donc la dérivée propre par rapport à x, la deuxième dérivée propre à x donne ça. Y, ça me donne moins 2. Z, ça me donne moins 2. X, Y. Ou bien Y, X. Ok. Ceci, c'est en fait... C'est Y, X. Ok. Ça vous donne... Donc, ceci... Voilà, Y, X, ça vous donne ceci. X, Z et Z, X, ça donne ceci. Et puis Z, Y et YZ, ça me donne ceci. Donc maintenant, on va seulement remplacer les trucs qu'on a calculés là, on remplace ça dans la matrice hessienne qui est ici. Donc finalement, votre matrice hessienne, voilà ce que ça vous donne, en fonction de x. Ok.
Maintenant, qu'est-ce que la matrice hessienne a à voir avec la nature? Il faut connaître maintenant le signe de la matrice hessienne. Et pour cela, je vais vous rappeler quelque chose ou peut-être vous introduire à une notion sur les matrices. OK? Quand on parle de matrice qui est positive, matrice négative, ben, matrice définie positive, matrice définie négative. OK? Et tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut que la matrice soit réelle, OK, symétrique. Si la matrice n'est pas réelle et symétrique, donc ce que je dis ici ne s'applique pas. Et vous allez constater déjà que notre matrice ici, c'est une matrice symétrique. Si vous voulez transposer H, vous allez voir en fait que si vous faites la transposée de H, ça vous donne H. Okay, vous calculez la transposée de cette matrice-là, ça vous donne la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle une matrice symétrique. Donc lorsque la matrice est symétrique, ok, tout ce que je vais dire maintenant, ça va s'appliquer. Donc, on dit que cette matrice symétrique M est définie positive si et seulement si toutes ces valeurs propres sont positives. Donc, calculez les valeurs propres, toutes les valeurs propres sont positives. Vous dites que la matrice est définie positive. OK? Maintenant, on dit M est définie négative si et seulement si toutes ces valeurs propres sont négatives. M est indéfinie, c'est-à-dire on ne peut pas connaître le signe si M admet des valeurs propres et des valeurs propres positives et des valeurs propres négatives. Donc, ça, les deux. Quand vous calculez les valeurs propres, vous allez voir que les deux signes apparaissent. OK. Donc, voilà ce concept de matrice R. Maintenant, la question, c'est que qu'est-ce que le signe de la matrice hessienne a à voir avec la nature de nos points stationnaires? C'est la même chose que la notion de la dérivée seconde qu'on fait quand il s'agit d'une fonction d'une seule variable. OK? Donc, la matrice hessienne, en fait, si la matrice hessienne est positive, OK, en un point, si vous avez un point stationnaire, vous calculez la matrice hessienne et vous trouvez que la matrice hessienne est définie positive en ce point, simplement, ceci voudra dire que vous avez votre point, en fait, c'est un minimum. OK? Donc, vous avez affaire à un minimum local. Maintenant, si la matrice hessienne est définie négative, donc vous calculez, vous cherchez les valeurs propres de la matrice hessienne, vous voyez que toutes les valeurs propres sont négatives. La matrice hessienne est définie négative, donc votre point là est un maximum local, ok, de la fonction. Maintenant, si la matrice hessienne est indéfinie, vous ne pouvez pas dire simplement que c'est un point col. Voilà cette histoire de concept de matrice hessienne et pourquoi c'est important. En fait, ça vous informe sur la nature de vos points stationnaires. Maintenant, on va appliquer ça à notre cas. Donc, on prend le point 0, 0. OK. Si vous calculez la matrice hessienne dans ce point, vous allez voir qu'en fait, ça vous donne cette matrice diagonale. Et sur la diagonale, on n'a que moins 2, moins 2. Donc, vous voyez ici qu'on a trois valeurs propres qui sont les mêmes et toutes les valeurs propres sont négatives. Donc, la matrice hessienne en 0, 0 est définie négative. Donc, en fait, le point là, c'est un maximum local. Et ce maximum là est égal à 0. C'est-à-dire f de 0, 0 qui fait 0. OK? Donc, voilà. Maintenant, je ne vais pas faire pour tous les autres points, mais croyez-moi, c'est-à-dire, on va faire un exemple sur ce point-là. Et le résultat, c'est la même chose pour tous les autres points. Donc, vous calculez la matrice hessienne dans ce point-là. 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3. Ça vous donne en fait cette matrice-là. OK? Donc, il faut calculer les valeurs propres de cette matrice. Donc, ici, c'est le polynôme caractéristique que j'ai trouvé. Et vous allez, c'est pas trivial, mais les nombres que j'ai mis ici, 6 moins 4 sont les racines de ce polynomial, de ce polynôme plutôt. Et vous voyez, bien sûr, c'est ce que je dis. Vous avez une valeur propre positive, mais vous avez deux valeurs propres négatives. Donc, vous ne pouvez pas conclure. La matrice hessienne dans ce point n'est pas définie. Donc, ce point-ci est un point col. Si vous faites pour tous les autres points, vous allez trouver les mêmes choses. OK? Et vous arriverez à la même conclusion. Donc, voilà un peu comment résoudre ce problème-là. Maintenant, avant qu'on ne finisse, je vais vous parler en fait le concept de cette matrice, la matrice définie positive, en fait, la définition même de base, c'est que quoi? Une matrice, quand vous avez une matrice M, ok, la matrice doit être, comme je l'ai dit, si on est dans le cas réel, dans la matrice, le transposé de M doit être égal à M, ok. On dit que M est défini positif lorsque si vous prenez n'importe quel vecteur, vous faites M transposé de X, M, X, ceci en fait c'est un produit scalaire, et X ici c'est un vecteur qui a trois composantes, donc X, Y, Z. Si ceci est comme ça,
On dit que la matrice est définie positive. Et lorsque vous avez X comme ça, M, comme ça, vous dites que votre matrice est définie négative. OK. Et ceci vous permet en fait ça permet de vous informer sur la nature d'un point stationnaire. Il y a beaucoup de théories derrière ça, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ce que vous avez besoin, c'est de cette notion-là. Comment, quand vous avez un point stationnaire, comment décider quel point est un point qui est un point en lequel on a un minimum, un maximum ou un point col. Donc voilà un peu comment résoudre ce problème-là. J'espère que tout est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser moi des questions. Laissez-moi des questions dans le commentaire. Et puis, on peut toujours continuer à discuter ensemble. OK, merci et à la prochaine fois.